merci à tous et à toutes d'être encore une fois présents pour ce nouveau mardi graphique sur l'accessibilité. Alors, avant de commencer, je vais faire quelques remerciements. D'abord à l'ESAB de nous accueillir une fois de plus dans l'amphithéâtre. Et puis, je vais demander à Marie et à Clémence de me rejoindre. Donc, Marie des Tombées de la Nuit et Clémence de Armada Productions. Et elles vont vous expliquer pourquoi elles sont là ce soir. Bonjour. Clémence et moi, aujourd'hui, on représente le réseau Comet, qui est un réseau qui réunit des professionnels de la communication et de la médiation du bassin rennais. Et donc, on pourrait les citer. Oui, tout à fait. Donc, il y a les Tombées de la Nuit, l'Armada Productions, le Triangle, iRoop, Danse à tous les étages et l'Intervalle. On a sollicité Pollen Studio il y a 1 mois et demi au sujet de coécrire donc une conférence autour de l'accessibilité et le design. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau à l'endroit de la communication et des relations avec les publics, on entretenait des interrogations communes, à savoir comment est-ce qu'on peut améliorer nos outils de communication spécifiquement dédiés à des personnes en situation de handicap. Et donc, continuer aussi à questionner comment est-ce qu'on peut mieux diffuser ces documents, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils sont, entre guillemets, bien réceptionnés. Et donc, on réalise en fait, en interrogeant directement nos pratiques, on se dit qu'en fait, on interroge aussi directement le design graphique et son rôle, en fait, dans sa capacité à concevoir de manière accessible. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à... Très bien. Eh bien, bon mardi graphique. Ah non. Merci Laurence. Juste aussi pour préciser comment nous est venue l'idée, c'est qu'on est plusieurs de Comet à pas mal suivre les mardis graphiques et on s'est dit que c'était un super format pour questionner et notamment c'était aussi ça ce qu'on s'était dit, c'était dans le rapport aux graphistes avec qui on travaille. Autant nous on l'a un peu plus intégré puisqu'on travaille directement avec les publics, mais qu'il y avait aussi peut-être des échanges à faire et développer nos réflexions ensemble avec les personnes qui sont au design graphisme pour avancer mieux dans ce sens, sachant que nous-mêmes il faut qu'on continue à se former là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, Clémence et Marie qui sont venues nous voir pour nous demander de traiter le sujet de l'accessibilité. Et comme Pollen Studio, on n'est pas spécialiste de l'accessibilité, je suis allée consulter pas mal de personnes que je remercie là pour nous aider à préparer ce sujet. Avant de commencer, il y en a peut-être parmi vous qui n'ont jamais assisté à un mardi graphique. Pourquoi on fait ça ? Eh bien parce qu'on fait le constat à Pollen Studio qu'on a parfois des clients qui sont très à l'aise avec les graphistes, qui ont l'habitude de travailler avec des graphistes et qui comprennent, qui savent comment on va bien travailler ensemble. Mais on a aussi des clients parfois qui sont des directeurs d'entreprise ou des personnes qui sont dans des services plus techniques, qui n'ont pas l'habitude de la communication et avec qui c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire de la pédagogie, essayer de montrer comment fonctionne la relation entre le graphiste et son commanditaire, lever le voile un peu sur ce qu'est le graphisme et la pratique du graphisme. Et donc c'est pour ça qu'on fait les mardis graphiques depuis 2018. Donc c'est parti pour ce mardi graphique sur l'accessibilité. Alors comme je vous le disais, c'est un thème avec lequel je suis pas forcément, on n'est pas forcément familier à Pollen Studio. Moi je suis Laurence Schulz, donc directrice et fondatrice de Pollen Studio. Vous avez dû croiser Réjeanne et Charlotte qui étaient à l'accueil, qui font aussi partie de Pollen. Et du coup, quand on s'est plongé dans cette thématique-là, on a commencé par s'interroger sur handicap et accessibilité. Et on s'est dit, on va essayer de définir, de trouver ce que c'est que ces mots-là. Donc c'est peut-être un peu la vulgarisation pour les personnes, s'il y en a parmi vous qui sont spécialistes. Mais voilà, on a commencé à prendre le problème par là. Et on s'est rendu compte que ça concernait quand même beaucoup de monde, puisqu'en France, il y a 1 personne sur 10 qui considère avoir un handicap et 1 personne sur 5 qui se considère comme étant limitée dans ses activités. Et le handicap, il n'y a pas de handicap au singulier en fait. Il y a plein de handicaps, plein de types de handicaps différents. Par exemple, là, vous en avez une illustration avec certains pictogrammes.
Et j'ai trouvé un petit bouquin qui s'appelle Inclusive 101 Guidebook, qui est édité par Microsoft et qui montre le processus de design. Donc, sur la partie de gauche, le petit personnage en blanc représente le designer. Quand vous êtes designer et que vous travaillez pour un client, vous travaillez pour un client, il vous donne un brief, il y a une certaine somme d'argent, vous allez utiliser des outils, des ordinateurs, voilà, vous avez un terrain de jeu, vous avez un impératif de temps à respecter en général. Et donc, vous travaillez dans ce cadre-là, avec le brief de votre client à l'esprit. Et en fait, en faisant ça, forcément, on exclut tout un tas de personnes parce qu'elles ne sont pas forcément indiquées dans le brief ou parce qu'on n'a pas forcément conscience qu'il y a des situations différentes. Donc, en voulant bien faire, parfois, malheureusement, on exclut des personnes. À l'inverse, quand vous êtes designer et qu'on vous dit tiens, tu vas créer une application, par exemple, pour une personne qui a du mal à entendre, eh bien, peut-être que l'application qu'on va créer pour cette personne qui a des soucis auditifs, elle va servir à des gens qui, dans un aéroport, il y a énormément de bruit, on n'entend rien du tout, et du coup, ils sont bien contents d'avoir sur leur smartphone une appli qui leur permet d'avoir l'info parce qu'ils n'arrivent pas à entendre à ce moment-là. Pareil, peut-être que cette application, elle va servir à un enfant et à son prof, un enfant qui est en train d'acquérir la lecture. Peut-être que cette application, elle va avoir des utilisations qui vont dépasser largement la personne pour laquelle vous aurez créé l'application au départ. Et en effet, il y a plusieurs types de handicap. En fait, moi qui suis valide, quand je pense à une personne en situation de handicap, la première image que je vais avoir à l'esprit, c'est l'image d'une personne qui va par exemple être en fauteuil roulant et qui va avoir des difficultés à se déplacer. Or, le handicap, ça n'est pas forcément ça, en tout cas, ça n'est pas que ça, parce qu'effectivement, il y a le handicap permanent, donc une personne qui a des difficultés d'audition, par exemple, ou une personne qui n'a pas de bras, mais il y a aussi le handicap temporaire. Ça peut arriver à n'importe qui de se casser une jambe ou de se casser un bras et de se retrouver temporairement en situation de handicap. Et il y a le handicap situationnel, c'est-à-dire vous êtes l'heureux jeune papa ou maman d'un bébé, forcément vous allez l'avoir dans les bras et du coup vous allez vous retrouver à ne pouvoir utiliser que votre autre bras pour faire d'autres choses. Et quand on additionne, quand on croise les handicaps permanents, temporaires et situationnels avec les différents types de troubles qu'on peut avoir, que ce soit le toucher, la vue, l'audition, etc., on se rend compte qu'en fait, ça inclut énormément de monde. Il y a beaucoup de gens qui vont un jour potentiellement se trouver dans une situation où ils ne pourront pas faire exactement ce qu'ils veulent faire. Ils vont se retrouver empêchés. En France, si on parle uniquement du trouble visuel, qui est peut-être le trouble dont on va le plus parler ici, puisqu'on va parler de communication visuelle, il y a un peu moins de 2 millions de personnes qui ont un trouble de la vision. Et selon le blog de LunaWeb, il y a 30% seulement des sites du service public qui sont totalement accessibles. Donc il y a un vrai retard, d'autant plus que aujourd'hui, Internet est évidemment un outil complètement incontournable pour les personnes valides, pour le grand public, on va dire, mais il est encore plus incontournable pour certaines personnes en situation de handicap parce qu'il permet de contourner le handicap. Vous pouvez entendre un texte plutôt que le lire, vous pouvez lire un texte plutôt que l'entendre, vous pouvez agrandir le texte, etc. Donc, et puis si, je ne sais pas si vous êtes, si il vous manque une jambe, vous avez envie d'aller voir une exposition, eh bien évidemment, vous allez vous renseigner d'abord sur le web pour voir si vous pouvez accéder à cette exposition, quel transport vous allez prendre, comment vous allez pouvoir vous déplacer, etc. Donc le fait qu'il n'y ait que 30% des services publics des sites du service public qui soient totalement accessibles, c'est un vrai problème. Et du coup, on a défini ce que c'est que l'accessibilité numérique. Donc sur le web, c'est quelque chose qui est assez bien balisé, assez bien défini. Ça, c'est la définition qu'on donne Access 42, qui est assez incontournable comme source concernant le web accessible. Donc c'est la possibilité pour toutes et tous d'utiliser les outils informatiques, quelle que soit la façon d'y accéder. Je ne peux pas voir mon écran, comment je fais pour avoir l'information. Je ne peux pas toucher mon clavier, comment je fais pour avoir l'information, etc. Et il y a également le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, donc qui a été écrit il y a quelques temps, je pense 2019, mais je ne suis pas sûre, là on en est à la V4. Et ce référentiel d'accessibilité donc, est très très partagé sur le web. Il donne toute une liste de critères
pour vérifier si votre site internet ou votre appli ou votre appli web est accessible ou pas. Et donc vous avez toute une liste de questions à vous poser et des tests faisables, que vous pouvez faire en ligne pour voir quel est le degré d'accessibilité et sur quoi vous devez améliorer votre site internet. Alors ça existe sur le web, mais sur le print, évidemment, ça n'existe pas. Donc on voit que le web, même s'il n'y a que 30% des sites du service public qui sont accessibles, en tout cas la réflexion sur l'accessibilité, elle est bien entamée, elle existe bien, quoi. Alors, que peut faire le ou la graphiste qui souhaiterait mettre de l'accessibilité dans son design? D'abord, c'est une vraie démarche, en fait. C'est une vraie démarche de design au sens le plus pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette toute prête. Il faut vraiment partir de l'utilisateur et essayer de se mettre à la place des utilisateurs. Un exemple, quand j'ai vu cette photo d'escalier, je me suis dit « Ah ouais, c'est super, cet escalier, il est vraiment génial parce qu'on voit tout de suite qu'il y a plein de manières de s'en servir. On va pouvoir monter les marches 4x4, on va pouvoir se tenir à la rambarde si on est un petit peu fragile sur ses jambes parce qu'on est un peu âgé. On va pouvoir, si on est en fauteuil roulant, le prendre comme ça, là, en mode piste de ski. Il est super cet escalier. » Et puis ça, c'est avec mon regard à moi de personne valide. Et en fait, quand j'ai commencé à lire des articles sur cet escalier, je me suis rendu compte qu'en fait, il a été dessiné par 2 architectes hyper connus au Canada, à Vancouver. On est à la période fin des années 70 où les mouvements de prise de conscience des personnes handicapées et le fait de dire les gens qui construisent la ville prenez en compte les personnes handicapées les personnes en situation de handicap parce que c'est vraiment important qu'elles aient accès à tout ce dont tout le monde a accès. Donc on est à ce moment-là, fin des années 70. Et donc ces 2 architectes se sont dit on va créer un escalier vraiment inclusif pour que tout le monde puisse en profiter et tout ça. Et ils ont dessiné cet escalier-là, sauf qu'en fait, il n'est pas du tout adapté aux personnes en situation de handicap, aux personnes en fauteuil roulant ou aux personnes avec une poussette, par exemple. Si vous avez une poussette, vous n'allez pas faire comme ça, et puis après comme ça, et puis après comme ça. Enfin, en fait, cet escalier, il n'est pas accessible. On a l'impression qu'il l'est quand on n'est pas en situation de handicap, mais le problème de ces 2 architectes, c'est que ils ont fait un très bel objet, vraiment c'est super, mais ils ne sont pas allés interroger des personnes vraiment en situation de handicap pour voir comment elles allaient se servir d'un escalier. Donc c'est un bel objet, mais c'est un objet qui rate son objectif premier. Et j'avoue que quand moi j'ai vu cette image, je me suis dit, ah bah voilà un super exemple. Et ben en fait non, pourquoi ? Parce que je le voyais avec mon regard à moi de personne valide, et que je n'ai pas le retour d'une personne qui ne peut pas s'en servir comme moi, je peux m'en servir. Donc c'est important de consulter des personnes en situation de handicap. Comment faire ? Alors j'ai trouvé par exemple sur le site Aveugles de France, ils ont créé une application qui s'appelle iView. Vous voyez l'écran de iView à droite là. Et donc ils montrent en ligne ce que voient des personnes atteintes de différents troubles de la vue. Par exemple, là, c'est une personne atteinte de glaucome. Donc, vous voyez qu'il y a une énorme zone grise et elle voit juste un tout petit bout. Ils font ça pour plusieurs types de problèmes visuels. Par exemple, la cataracte. Donc là, on voit que l'image, elle est toute blanchie. Donc, ça vous permet d'imaginer un peu plus, de vous mettre en situation d'une personne en situation de handicap. Mais ça ne remplace pas le fait d'interroger directement ces personnes. Donc, il faut se rapprocher des utilisateurs, il faut se rapprocher vraiment des publics. Il y a aussi un très grand nombre de ressources et d'outils qui sont disponibles. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns. Ces fiches-là, qui sont faites par homeoffice.gov.uk, alors je suis désolée, c'est en anglais. Les 2 dernières, les 2 qui sont en bas à gauche, là, sont traduites sur le site Aveugles de France. Donc c'est des fiches à 4 recto verso où vous voyez en fonction du trouble, donc là problème d'audition à gauche, spectre autistique au centre, problème physique à droite, la lecture sur les écrans, des problèmes de vision ou de la dyslexie, en fonction des types de handicap, des conseils, ce que vous pouvez faire et ce qu'il faut éviter de faire. Et évidemment, il ne va pas y avoir une solution miracle
Vraiment, c'est des solutions en fonction de chaque type de personne. C'est pour ça que c'est compliqué quand on fait du print, c'est que, à qui est-ce qu'on s'adresse, quoi. J'ai trouvé également 2 guides hyper intéressants, toujours en anglais, je suis désolée, mais j'ai trouvé très peu de ressources en français. Donc celui-ci qui est sur accessibility.uxdesign.cc. En français, c'est Giving a Damn About Accessibility, c'est en avoir quelque chose à faire de l'accessibilité. Et donc, c'est sous-titré à un guide candide et pratique pour les designers. Donc, ça s'adresse vraiment aux designers. Il est super chouette, il est super bien mis en page. Et là, c'est vraiment plutôt sur vous expliquer comment vous allez pouvoir aborder un projet de design graphique autour de l'accessibilité, les difficultés que vous allez rencontrer, voilà, mais sur un plan assez général. C'est plein d'humour, c'est très chouette, c'est sympa à lire. Enfin, si vous parlez un peu anglais, ça vaut vraiment le coup. Ça va vous aider à voir dans quoi vous vous lancez si vous vous engagez dans une démarche de design accessible. Un deuxième guide, toujours en anglais, je suis vraiment désolée, qui lui est plus un guide pratique. Donc vous allez trouver des règles sur l'utilisation des couleurs, le contraste, la mise en page, etc. Mais il parle aussi de, par exemple, trouver le bon média pour faire le boulot. Est-ce que c'est du print ou est-ce que c'est du web? La réponse n'est pas forcément évidente en fonction des gens à qui vous vous adressez. Donc c'est un guide assez intéressant aussi. En français, j'ai quand même trouvé ces 2 guides de l'UNAPI, alors qui sont des guides sur le FALC. Allez, je vais vous demander de participer. Est-ce que les personnes qui connaissent, qui savent ce que c'est que le FALC peuvent lever la main? Ah ben, vous êtes déjà tous super au courant. OK. Donc le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a quand même qui n'ont pas levé la main, en fait, c'est une manière d'écrire de façon à rendre des textes un peu compliqués, compréhensibles pour des personnes qui ont des troubles de... Alors, comment on dit? On dit des troubles mentaux ou cognitifs. Voilà. Et du coup, c'est une façon d'écrire où vous simplifiez vraiment le texte pour le rendre le plus clair possible. Et la particularité du FALC, c'est que vous ne pouvez pas être labellisé FALC. Je vais revenir à la diapo d'avant. Donc, c'est le petit picto bleu là, qui est ici. Là. Vous ne pouvez pas avoir le label FALC si vous ne faites pas valider vos textes par un groupe de personnes en situation de handicap. Et donc dans ce guide, on trouve des règles, là sur la page de gauche, qui sont assez basiques, entre guillemets, pour des graphistes, c'est-à-dire, si vous voulez être lu, donc là, si vous mettez un texte sur une image, évidemment, on va avoir du mal à le lire. Et si vous composez un texte en jaune clair sur fond jaune sombre, évidemment, on va avoir du mal à le lire aussi. Donc si votre but, c'est d'être lu, il faut éviter de faire ça. Donc là, OK, on est d'accord. Ces règles-là, normalement, on les connaît à peu près. Par contre, il y a des règles sur la page de droite qui sont nettement plus contraignantes pour les graphistes. On pourra en parler tout à l'heure. Ou par exemple, on vous dit qu'il faut éviter les polices à empattement, ou il faut composer du texte en corps 14 minimum, il faut respecter des règles d'interlignage, etc. Donc quand on est graphiste, évidemment, on a l'impression que là, tout d'un coup, on a moins de marge de manœuvre. Il y a Idéographique et Sabrina Morisson qui est là ce soir, qui va nous en parler tout à l'heure, qui a créé un guide où justement elle s'est posé la question en fonction du type de handicap auquel la situation de handicap à laquelle vous allez vous adresser en tant que graphiste. Sur la partie de gauche, par exemple, vous voyez, il y a l'audition. Elle propose de creuser certaines solutions. Donc ce guide-là est intéressant parce que ça donne une première manière, une manière d'aborder les choses pour différents types de handicap. Sur le web, il y a aussi des ressources. Donc Anne-Sophie Tranchet qui fait un super travail sur designaccessible.fr où elle va lister plein de sources. Même chose avec le site web, le blog de Stéphanie Walter, où elle donne plein d'outils qui sont pour faire un super design accessible. Par exemple, Color Review, c'est un outil de contraste. Donc là, moi, j'ai mis, vous voyez à droite, j'ai mis du bleu et du blanc. Et tout en haut, là, j'ai le score de mon contraste pour savoir si c'est suffisant pour des personnes en situation de handicap. Donc c'est pas le seul, il y en a plein des outils pour tester le contraste, vous en trouverez plein en tout cas sur son site.
Donc, en résumé, quand on cherche à faire du design accessible, c'est vraiment une démarche de design, c'est-à-dire qu'on part vraiment de l'utilisateur, à qui je m'adresse, dans quel but, pourquoi on fait ça, quel est l'usage que va faire cette personne, est-ce que vraiment elle va s'en servir de la manière dont moi je pense qu'elle va s'en servir. Et puis, quand on fait de la communication visuelle, c'est comment optimiser la lecture, que ce soit sur le plan technique, c'est-à-dire dans la rédaction, ou sur le plan esthétique. Et justement là-dessus, donc sur l'écriture, il y a une partie du travail qui concerne plutôt les chargés de communication. Ça va être les 2 premiers items. Donc ça va être peut-être réécrire les textes ou en tout cas avoir un contenu suffisamment écrit de manière à ce qu'un maximum de gens le comprennent. Et puis ça va être hiérarchiser les informations. Et là, hiérarchiser les informations, c'est quelque chose qui est important pour le graphiste parce que si vous avez, mettons, 3 grandes parties, il faut que le titre que vous mettez en première partie soit repris de la même manière en deuxième partie et en troisième partie. Et si vous avez 2 niveaux de texte et ensuite du texte courant, il faut que ce soit cohérent dans tout votre document parce qu'une personne en situation de handicap comme une personne valide, on va comprendre sur les premières pages que « Ah tiens, ça c'est un grand titre, ah tiens, ça c'est un sous-titre » et on a besoin de retrouver ça tout au fil des pages, sinon on est complètement perdu. Donc ce que vous allez faire sur la hiérarchisation des informations va servir pas seulement aux personnes en situation de handicap, mais à tout le monde. Et puis ensuite, une fois que ce travail-là est fait, c'est le boulot du graphiste, c'est trouver un concept de mise en page, aussi bien sur le format, les couleurs, les choix typos, etc., qui va faciliter la lecture de la personne à qui vous destinez le support. Et ça, c'est vraiment le travail du graphiste, quoi. Et c'est le fond du travail de design graphique. Des exemples. Alors, j'ai vraiment galéré pour trouver des exemples. Souvent, les mardis graphiques, on se fait super plaisir parce qu'on vous montre plein de super belles images de studios qui font des créas d'enfer. Là, c'était vraiment pas facile de trouver des exemples. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les graphistes ne s'occupent pas d'accessibilité ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de budget pour que les graphistes se penchent sur ces questions-là ? Est-ce que c'est parce que les graphistes eux-mêmes ont l'impression qu'ils vont être trop contraints dans la demande et que du coup ils partent en courant ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, on en parlera tout à l'heure à la table ronde, mais en tout cas, il y a vraiment pénurie d'exemples, quoi. Alors j'ai quand même trouvé, du coup j'ai élargi ma recherche, donc j'ai quand même trouvé des exemples. Les grandes boîtes comme Apple, Google, etc. font des choses, hein. Évidemment sur les smartphones, là il y a Apple, c'était la semaine du handicap, alors je ne sais plus comment ils disent ça aux États-Unis au mois de mai. Et du coup, Apple a annoncé qu'il sortait des applis avec des boutons très très gros pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Google, eux, ils font des trucs où vous pouvez parler à votre téléphone et ils tapent à votre place. Trello, pour ceux qui connaissent, c'est une application, enfin voilà, tout le monde connaît. Les barrettes de couleurs pour repérer les différentes fiches, ils ont croisé ça avec des trames pour que les daltoniens puissent plus facilement se repérer, parce que les daltoniens ont du mal à identifier, à séparer les couleurs. Donc voilà, ça c'est un truc tout simple en fait qui permet pour un daltonien, ça rend l'utilisation de l'appli plus facile et ça ne change pas l'apparence de l'appli, quoi. Sur des sites internet maintenant, donc ça va de grandes entreprises comme le groupe Accor. Quand vous allez cliquer sur le petit œil là, qui est là, ça vous ouvre ce menu et vous voyez que vous pouvez changer le contraste, changer la typo, changer l'interlignage, etc. pour adapter l'écran à votre problème de vision. Même chose pour le site de Grenoble-Alpes Métropole, où vous pouvez changer la taille du texte. Vous avez tout un tas d'onglets qui vous permettent de rendre le site plus accessible. Plus près de nous, le site des Champs Libres qui propose des accès en fonction du type de handicap, où on va vous proposer des réponses différentes. Et puis, alors là, en passant dans le monde réel, l'agence Atypique est spécialisée sur le design accessible, qui fait beaucoup de signalétique, un peu de doc imprimé, etc. Là, c'est le village des athlètes pour les Jeux Olympiques 2024 à Saint-Denis. C'est un plan qu'on peut lire, évidemment, quand on a une vue sans problème et qui est accessible aux personnes en situation de handicap visuel.
Dans la même veine, il y a cette rambarde qui est sur le Castel Sant'Elmo à Naples avec un magnifique panorama. Et en fait, c'est écrit en braille sur la rampe. Et en fait, vous avez une description du paysage qui est faite en braille sur la rampe. Toujours en braille, le japonais Kozuke Takahashi donc a lui superposé une typo au braille, et du coup c'est intéressant parce que ça rend le braille lisible même pour les personnes qui ne savent pas lire le braille. Donc vous avez l'exemple en bas là sur la rambarde, il y a écrit toilette, c'est lisible pour tout le monde en fait. Autre exemple typographique, la typo Open Dyslexic qui elle est faite pour les personnes en situation de problème 10. Elle a la particularité d'avoir soit des pieds, soit des hauts de deuil de lettres qui sont plus gras, et ce qui renforce la lisibilité pour les personnes atteintes de troubles 10. Et il y a l'entreprise Mobitis, qui est une boîte française qui fait des livres numériques pour enfants. Donc l'enfant a son livre sur tablette avec ses images et son texte. Et en fait, il a la possibilité de faire ressortir dans des couleurs certaines syllabes, par exemple, de surligner les lignes une sur deux, de faire lire le texte par l'appli. Donc il a plein de possibilités avec la tablette pour découvrir le texte et pour accéder au texte d'une autre manière. Et évidemment, ce genre de dispositif, ça va aider aussi des enfants qui sont dans l'acquisition de l'écriture à pouvoir écrire ou apprendre l'écriture différemment, quoi. Donc ça dépasse le simple cadre de personnes atteintes de troubles 10. En conclusion, la grande question, parce que quand même, je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu du mal à trouver des exemples visuels qui, moi, graphiste, me séduisaient visuellement. Est-ce qu'il faut opposer accessibilité et esthétique? Est-ce que c'est vraiment complètement inconciliable? Est-ce qu'il faut faire un choix entre les deux? Donc on va en parler tout à l'heure. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des écoles, des étudiants qui se saisissent de cette thématique. Sarah, qui est là, Sarah Bruet de Bréquigny, m'a envoyé un certain nombre de diplômes d'étudiants, que ce soit à Bréquigny ou ailleurs, d'ailleurs, qui ont travaillé sur ce sujet. Donc, c'est bien, il y a des étudiants qui bossent dessus, c'est super. Il y a aussi des agences qui bossent dessus. J'en parlais tout à l'heure, l'agence Atipi, donc, qui travaille là-dessus. Il y a aussi des chargés de communication qui travaillent là-dessus, puisque donc ça, c'est le livret Falk qui a été fait par les Tombées de la Nuit, et vous pourrez en prendre, ils sont ici. Et donc là, on voit qu'il y a quand même un souci de reprendre le visuel et la charte graphique des Tombées de la Nuit pour faire une proposition écrite en facile à lire et à comprendre, qui garde une trace de cette charte graphique et qui soit quand même séduisante à l'œil. Et un tout dernier exemple, parce que j'ai quand même trouvé un projet que j'ai trouvé sympa graphiquement, c'est cette typographie qui s'appelle Inconstant Régular, qui a été dessinée pour aider la lisibilité des personnes atteintes de troubles 10. Donc c'est le graphiste Daniel Brogstad qui l'a dessinée. Et donc c'est une typo où vous pouvez varier la graisse, la partie haute ou basse des lettres. Vous voyez là, je la fais varier. Alors il y a plusieurs curseurs, hein. Vous pouvez faire varier, voilà, si vous préférez que ce soit le haut des lettres qui soit gras ou le bas. Et cette typo, c'est pas parce qu'elle est dessinée pour des personnes qui ont des troubles 10 qu'elle n'est pas super sympa et qu'on ne peut pas faire des super belles créas avec. Donc il y a une lueur d'espoir quand même. Voilà, j'en ai fini. On va passer à la table ronde maintenant. Merci. Donc je vais demander à Laura, Aurélie, Rina et Stéphane de venir s'installer. Bigre, c'est à nous. Bonsoir à tous. Donc, je suis Stéphane, je porte le même nom que Laurence et ce n'est pas un hasard en fait. Mais je ne suis pas graphiste, hein. Donc je vais avoir un rôle assez particulier aujourd'hui, c'est d'essayer de transmettre. Vous voyez, on est beaucoup dans la transmission et dans la médiation sur le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais essayer de jouer ce rôle, c'est-à-dire de transmettre doublement. D'une part, on va donner la parole aux gens qui font, et ça c'est vraiment dans l'esprit des mardis graphiques. Là, on a vu des exemples, on a un peu théorisé, mais on était un peu descendant, hein.
Là, on va essayer de revenir un peu sur de l'horizontal et se dire finalement comment on fait tout ça. C'est-à-dire peut-être c'est des questions que vous vous posez, vous êtes peut-être des professionnels ou des gens qui veulent devenir professionnels dans ces sujets-là. Donc comment on fait ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et donc moi, je vais jouer ce rôle un peu de passeur et puis je vais aussi veiller à ce que peut-être sur les termes techniques ou sur le jargon, voilà, si des fois je vous arrêterai en disant j'ai pas compris là, même si j'ai compris, mais en fait, voilà. Essayer de me mettre justement à la place de la personne qui est le moins expert, la moins experte, mais qui a quand même envie de comprendre. Donc moi, en préparant ce sujet-là, en fait, j'ai été agréablement surpris. J'avoue que dans les thèmes qui ont été évoqués, dans les phrases que j'ai entendues, il y avait beaucoup l'idée de sortir un peu de ces standards, sortir un peu de ces clichés peut-être sur ces sujets-là. Et j'avoue complètement, je bats ma coulpe que j'avais beaucoup de clichés et beaucoup de prérequis sur ces sujets-là. Et j'ai été agréablement surpris. En fait, c'est vraiment un sujet de design. C'est pas un sujet de design accessible. C'est pas un sujet pour les personnes en situation de handicap, c'est vraiment un sujet de design et j'espère je ne doute pas qu'on va arriver à transmettre cette idée-là. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait cette communication, qui l'a fait. Il y a un certain nombre de questions qui restent ouvertes parce qu'on a vu qu'on est sur un sujet qui n'est pas nouveau, mais sur lesquels il y a encore des choses à dire et beaucoup de choses à faire. Donc, je vous propose de commencer par Laura Violette, donc, qui est chargée de communication au festival. Alors, c'est là où je me trompe, normalement, ça fait rire, mais c'est au Foin du Feu, c'est ça ? Au Foin de la Rue. Foin de la Rue, hein, c'est bon, j'ai droit à 3. Hein. OK. Au Foin de la Rue, j'étais pas mal. Pourquoi au Foin du Feu, je ne sais pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour de table. On ne peut pas faire le tour, mais voilà, de me dire, en fait, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, en fait, quel est votre rôle, et puis, ou ton rôle, parce que je tutoie tout le monde, moi. C'est mon côté familier. Et donc, concrètement, quels sont les exemples sur lesquels tu travailles et on a même la possibilité de montrer des choses. Donc Laurence va faire la petite zapette. Donc Laura, si tu veux bien commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Je travaille en tant que chargée de communication pour le festival Au Foin de la Rue, un festival situé à Saint-Denis-de-Gâtine en Mayenne, juste à côté. Et donc c'est un festival qui, depuis 2000, donc un festival de musiques actuelles et également art de la rue, sur le temps d'un week-end, propose de nombreux concerts et également donc, des spectacles. Et c'est un festival qui s'est donné comme valeur éthique et éclectique. Donc éclectique au niveau de la programmation, on va retrouver des artistes de tous horizons et à la fois de l'émergence comme des têtes d'affiche. Et pour tout ce qui est du coup de la partie éthique, donc on va agir à différents niveaux, donc à la fois pour l'accessibilité, à la fois au niveau de la prévention et s'inscrire sur les 3 piliers du développement durable. Donc pour tout ce qui est accessibilité, donc nous, le festival, c'est une association avant toute chose. C'était vraiment une impulsion de bénévoles dès ses débuts. Mais évidemment, prenant de l'ampleur, une équipe salariée s'est constituée, même si on reste encore un peu nombreux, on peut le dire. Et du coup, les bénévoles sont encore très présents à travers des commissions. Et donc, on va avoir notamment la commission Accès pour tous, qui justement traite de tout ce qui est question d'accessibilité. Donc, on va retrouver sur le festival beaucoup de dispositifs qui vont être mis en place. Donc, on essaye de recouvrir un peu tous les champs du handicap. Donc, par exemple, on va avoir des boucles d'induction magnétique pour les personnes qui sont appareillées. C'est en fait un système audio qui va permettre d'avoir une meilleure qualité d'écoute en étouffant tous les sons parasites, surtout qu'on est du coup sur un festival en plein air. On va avoir des concerts chants signés par l'association Les Bains Baladeuses. Donc c'est vraiment une prestation qui est artistique avant tout, parce qu'il y a tout l'enjeu, évidemment, d'un concert de retranscrire l'émotion. Donc c'est des interprètes, alors là, c'est autre chose. Voilà, c'est des interprètes qui vont vraiment répéter en amont, qui vont essayer de donner, de transmettre toutes les émotions. À nouveau, on va avoir des gilets vibrants
pour tout ce qui est notion de rythme et tout. Et donc là, ce sont les plateformes PMR, donc qui permettent d'avoir une meilleure visibilité sur la scène. PMR. PMR, personnes à mobilité réduite, pardon. Et donc vous voyez du coup nos bénévoles volants avec leurs petits gilets qui accompagnent en fait du coup les personnes qui en ont besoin sur tout le festival. Voilà, ça c'était pour la partie, pardon, je me suis un petit peu étalée sur ce que le festival propose. Mais donc moi, à mon niveau, je vais chercher en fait à visibiliser au public tous ces dispositifs, sachant que la commission, donc les bénévoles qui sont justement dans cette commission Accès pour tous, font un gros travail aussi en lien direct avec par exemple les instituts John Sour, avec des associations partenaires, tout ça. Donc le lien aussi est hyper direct grâce à eux et à elles. Et du coup, voilà, donc moi, pour tout vous dire, je suis arrivée en mars au festival au fond de la rue, donc je suis encore en train de faire mon rapport d'étonnement par rapport à tout ce qui est fait, comment est-ce qu'on peut améliorer. Et du coup, ce que je peux déjà en dire, notamment par rapport à mes expériences précédentes, c'est vrai que pour tout ce qui est question d'accessibilité et de communication, moi j'ai remarqué que c'était plutôt des questions dont les personnes qui étaient en lien directement avec le public, donc médiation et action culturelle, se saisissaient. Et que du coup, du côté de la communication, on avait moins de ressources. Et c'était moins adapté, en fait, tout ce qu'on pouvait nous proposer. Donc j'avais un peu cette frustration. En fait, vraiment pour ces questions, on parlait d'antagonisme entre l'aspect esthétique, voilà, l'aspect design, et en fait, après, tout ce qui va être accessibilité. Donc, voilà, moi, dans mon métier, je cherche justement à réfléchir à comment est-ce qu'on peut allier les deux, tout simplement. Donc, dans les gros chantiers qui ont pu être menés pour le fond de la rue, en 2020, on a pu vraiment faire une refonte du site internet afin de le rendre accessible. Et du coup, on continue justement, notamment à travers le livret Falk et tout ça, on continue cette démarche d'accessibilité. Je vais passer le micro parce que Lyon, je suis en train de... C'est pas grave, enfin, je trouve que c'est une bonne introduction puisque tu es la chargée de communication. En fait, on a donc deux autres personnes, donc Aurélie Schall et Sabrina Morisson. Donc Aurélie Schall, tu es conseil en, j'ai cherché le terme exact parce que je suis troublé aussi, conseil en accessibilité et communication adaptée. Donc on va parler de Falk aussi, mais pas seulement. Et donc tu as un lien avec les documents qui sont là. Alors je ne sais pas si on peut faire passer des documents aussi. Je sais que les gens aiment bien s'occuper aussi les mains en même temps, si vous voulez les voir. Donc tu as travaillé notamment sur les tombées de la nuit. Nous, à Rennes, on connaît bien les tombées de la nuit. Donc est-ce que tu peux aussi nous présenter ce que tu fais, pourquoi tu le fais en fait, et puis les questions que tu te poses par rapport à ce qu'on s'est déjà dit auparavant, pardon. Et les principaux sujets donc du Falk, de comment on rend accessible, comment on travaille avec des gens, quoi. Bonjour à tous, donc, je suis Aurélie Schall, je travaille en accessibilité depuis 2017 et avant j'ai fait des études de communication où je n'avais jamais entendu parler d'accessibilité dans mes études, donc pourtant à faire des affiches, des livrets, de la communication normalement vers tous les publics, mais jamais entendu parler de ça, en tout cas dans les études. Après, j'ai fait de la communication, surtout dans le secteur culturel, dans la musique. Et ensuite, donc c'est en 2017 que j'ai été formée par la Page 44. C'est l'association pour les adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique qui organise un festival qui s'appelle Handiclap et qu'on a l'habitude, surtout en France, il y a certains pays qui sont meilleurs que nous pour ça, mais d'organiser des événements et après de penser l'accessibilité, donc de le rajouter, de se demander est-ce qu'on a le budget finalement pour rendre ça accessible. Que là, le festival Handiclap, il est vraiment organisé et pensé dès le début pour accueillir toutes les personnes selon toutes les situations. Donc ils m'ont formée à tout et dont la communication adaptée pour tous les types de handicap et surtout donc, le facile à lire et à comprendre, où après j'ai fait une formation officielle. Et donc depuis 2018, j'ai commencé avec les tombées de la nuit, qui était le premier client pour faire un facile à lire et à comprendre de la programmation du festival. Donc il y a sûrement beaucoup de Rennais, vous devez en connaître pas mal parce qu'il y a beaucoup de, surtout dans le secteur culturel, le Falk est très développé. Donc il y a tous les comment on appelle ça, la ville de Rennes appelle ça les établissements en régie. Donc il y a 11 établissements qui ont leur livret en facile à lire et à comprendre pour présenter les établissements. Mais il y a aussi donc les festivals, les tombées de la nuit, Courts Métranges,
le festival Rue des Livres, le festival du film d'animation. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais il y en a beaucoup qui font des faciles à lire et à comprendre. Donc là, on peut déjà en montrer peut-être quelques-uns. Donc il y a des exemples. Pour parler graphisme, moi, quand je travaille en faisant des documents, donc il y a le facile à lire et à comprendre que je vais faire de mon côté et aussi la mise en page. Je ne parle pas de graphisme parce que je n'ai pas du tout ces notions, ces compétences, donc je fais sur Word. Donc voilà, par exemple, là, c'est le Falk de Rue des Livres que j'ai fait sur Word, voilà, donc sans aucun graphisme qui travaille derrière. Après, donc, des fois, il y a des graphistes aussi qui travaillent. Donc, par exemple, celui-là, c'est la présentation du musée, de l'exposition permanente du musée de Bretagne, où, donc, dans les règles du Falk, on n'utilise pas vraiment des couleurs juste pour que ça fasse joli. Là, il y a une signification dans l'utilisation des couleurs, c'est que chaque espace du musée a une couleur. Et donc là, on la retrouve, chaque page représente un espace et a cette même couleur. Et donc pour le troisième exemple, c'est le festival Week-end à la rue, où on teste maintenant de se dire pourquoi il y aurait un document classique, on va dire entre guillemets classique, pour tout le monde, et pour les personnes qui ne comprennent pas auraient un facile à lire et à comprendre. Donc on se pose la question si aussi ce serait utile, intelligent, intéressant, d'avoir un document qui soit pour tout le monde, avec le facile à lire et à comprendre intégré. Donc quand on l'ouvre, voilà, on voit que sur la partie de gauche, il y a le texte écrit par l'artiste et que sur la partie de droite, il y a le facile à lire et à comprendre. Donc certains diront que c'est un doublon, pas forcément, parce que dans le facile à lire et à comprendre, moi je vais plus parler de ce que les gens vont voir. Donc des fois, par exemple, c'est pas écrit combien il y a de personnes sur scène, moi je vais le dire dans le facile à lire et à comprendre. Je pense à court-métrage, par exemple, pour les films. Si c'est un film qui fait peur, ce ne sera pas forcément écrit dans le texte classique, que moi je vais le mettre dans le facile à lire et à comprendre. Donc voilà. Et il y a le côté justement pour le graphisme. Là, c'est le graphisme vraiment du festival qui fait tout, dont le Falk. Donc voilà les questions. Et sinon, si je voulais aussi parler de la diffusion, qu'avec le facile à lire et à comprendre, il y a souvent le problème il y a un Falk ou même une communication en gros caractères ou plein de moyens de compensation du handicap qui sont mis en place et l'information n'arrive pas forcément aux personnes, des personnes concernées après. Donc il y a aussi ce souci-là de diffusion, que même si on fait des documents, il faut les faire bien en amont quand même pour pouvoir avoir le temps de les diffuser aux bonnes personnes. Voilà. Merci beaucoup Aurélie, je crois que tu as tout dit, on va pouvoir partir. Justement, tu parlais des graphistes donc, qui travaillent sur ces sujets-là. Donc on a Sabrina Morisson, j'allais dire on a la chance d'avoir Sabrina Morisson. Donc dans le nom est arrivé par plusieurs canaux, hein, ton nom est arrivé par plusieurs canaux, c'est souvent un bon signe. Et donc, on t'écoute en fait sur ce que c'est d'être graphiste en fait quand on a décidé de prendre ce problème à bras le corps. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Et aussi, comme l'a montré Laurence, de le théoriser aussi, c'est-à-dire de chercher à transmettre, à former, à créer des documents justement pour transmettre ce que peut-être tu n'as pas trouvé toi quand tu as commencé ton activité de graphiste. Et se présenter, oui, bien sûr. Bonsoir, donc Sabrina Morisson, Lidographique Bretagne. Donc en effet, moi je suis graphiste. Rapidement, en effet, pour me présenter, donc j'étais graphiste à mon compte pendant plus de 10 ans. Je travaillais à peu près pour tout le monde. J'ai moins travaillé pour la culture, c'est vrai. Et assez rapidement, dans mon activité, on m'a demandé de donner des formations à des entrepreneurs ou à des directeurs de structures diverses et variées. Donc j'étais assez rapidement dans la transmission, même si ce n'était pas du tout mon cœur de métier, j'en faisais 1 ou 2 par an. Et puis, au bout de 10 ans, j'avais fait un peu le tour de mon activité et je me suis posé la question comment je fais pour mettre mes compétences à disposition des personnes qui sont en difficulté de lecture et de compréhension. Donc j'ai mis entre parenthèses mon activité de graphiste. Et du coup, je suis partie avec mon baluchon dans ce merveilleux monde. Et donc, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est un atelier sur la question de l'origami avec des adultes qui avaient des difficultés plutôt cognitives. Et ce qui m'a vraiment posé la question de me dire, mais en fait, j'avais vraiment l'impression qu'il leur manquait un sens. Bon, bref, je ne vais pas vous expliquer tous les rouages de mon cerveau, mais bon, je suis arrivée à la déficience visuelle et à la question de la non-voyance. Et là, j'ai vraiment appuyé sur un bouton et la 4e dimension. En fait, c'est vraiment ça je suis plus jamais revenue, je crois.
Mais du coup, j'ai fait des stages dans des maisons d'édition qui font des livres pour les enfants aveugles. Je suis partie à Montréal dans un institut, Nazareth et Louis Braille, qui est spécialisé dans la déficience visuelle, sur l'adaptation tactile des images, etc. Du coup, j'ai vraiment baroudé pendant 3 ans dans toute cette question-là. Et en fait, quand je dis que j'ai mis un peu entre parenthèses mon activité de graphiste, c'est aussi, là, notre difficulté, c'est que nous, notre travail, c'est avec la vue. La vue, on sait que c'est un sens qui est hyper puissant, qu'on a du mal à mettre de côté quand on l'a, puisque même quand on a une déficience visuelle et qu'on a une faible acuité, malgré tout, on s'accroche vraiment à cette question de la vue. Et pourtant, moi, il a vraiment fallu que mon cerveau de voyante, je lui fasse faire un 8 et que je reprenne tout à zéro et que je n'accède plus à la communication par le biais de la vue, mais par le biais de la compréhension de la mécanique de lecture. Comment on fait pour permettre à quelqu'un qui n'a notamment pas la vue ou pas la compréhension d'accéder à une information, de la comprendre, de se repérer dans un document et en fait vraiment de repartir de toutes ces questions de mécanique, de squelette, de comment on organise en fait un cheminement entre la diffusion, la compréhension, l'appropriation d'une information et la fabrication de quelque chose avec cette information. Voilà. Et voilà, du coup, je me suis un peu perdue. Donc voilà, donc je suis revenue, puis j'ai créé Idéographique, voilà, où on travaille vraiment sur toutes ces questions d'accessibilité. Donc nous, on fait en sorte de... Tous les projets sont des projets qui sont créés avec des groupes de travail en amont. Donc en fait, on ne prépense pas la communication. On soumet les projets à des groupes qui sont multiples, avec ou sans handicap. Et après, en fonction de ce qui se passe dans les ateliers, on propose les supports de communication, soit dans leur modification, soit dans une nouvelle création. Et c'est hyper important parce que, comme a dit à plusieurs reprises Laurence, on peut très bien avoir des fiches avec des critères, c'est bon, c'est pas bon. On peut très bien avoir des applications qui nous montrent comment une personne déficiente visuelle voit ou voit pas, etc. Mais en fait, on n'imaginera jamais ce qui se passe sur le terrain. Et moi, clairement, je bosse avec des gens qui ont des déficiences visuelles. Je suis incapable de dire comment ils se débrouillent sur un ordinateur. Je ne sais pas quelle stratégie visuelle ils mettent en place pour se repérer dans la rue, pour conduire, pour faire du vélo, pour trouver l'information. Je ne sais pas. Donc, c'est hyper important, en fait, d'être directement avec les publics. Donc, là, nous, on s'est monté en association pour aussi... on savait qu'on essuyait beaucoup de plâtre et dans l'envie que chaque projet soit un espace d'expérimentation et puisse être renseigné, et en tout cas, avec la plus grande de nos modesties, puisse transmettre ce qu'on peut transmettre et que les gens puissent s'en inspirer et faire avec. Donc, en fait, chaque projet, pour retrouver sur le site, il y a des synthèses de ce qu'on a vécu, des points de vigilance auxquels on a fait attention pour voilà, juste partager les expériences. Merci beaucoup, Sabrina. Donc moi j'ai plein de questions évidemment et notamment une question un peu de fond. Est-ce qu'il faut ou pas faire un document spécifique pour les personnes en situation de handicap, voire un document spécifique, si on parle vraiment de document de print, là, un document spécifique par type de trouble ou d'empêchement, hein, comme j'ai entendu comme terme en fait. Donc c'est une question un peu à toutes les trois. Comment vous abordez ce sujet-là? Est-ce qu'il y a une réponse toute faite ou au contraire il y a une nouvelle manière de penser? Mais je pense que c'est quand même un sujet, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une solution qui est un peu un problème, une solution, pardon pour le problème, mais bon, un problème, une solution, ou il n'y a pas un moyen de faire autrement, parce qu'il y a déjà des pistes qui ont été évoquées. Mais comment vous abordez le sujet? Je pense même au niveau de la commande, au niveau du cahier des charges, au niveau du choix du prestataire. Comment est-ce que vous envisagez ça, sachant qu'il y a des aspects réglementaires, on a compris, pour avoir le petit label. Voilà, donc comment on aborde ça en fait en 2023 quand on est chargé de communication peut-être et quand on est conseil? Je crois que la question, c'est pas de savoir s'il faut faire des documents spécifiques ou pas spécifiques. La première question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme info et comment l'autre, il la reçoit. Et en fait, ça vient questionner vraiment le support. Le théâtre de l'Illico, on a travaillé avec eux sur de la formation. Ce qui était hyper intéressant, c'est qu'ils voulaient faire un support de communication sur la programmation
de l'année à destination des personnes du quartier. Et moi, la première question que je leur ai posée, c'est, en l'occurrence, ils ont je ne sais pas combien de nationalités dans leur quartier. Donc la première question que je leur ai posée, c'est pas de savoir comment on allait faire le support. C'est de se dire, ok, dans les personnes que vous avez dans votre quartier, est-ce qu'elles ont cette culture française de la brochure imprimée 36 pages de la programmation de saison? En fait, la question, elle est là. Il faut d'abord se poser la question de l'usage. Et j'ai un autre exemple sur une association Why Not Ici Londe à Dijon. Après un atelier, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire, ils se sont dit, en fait, la programmation, on ne va pas la faire en version papier, on va l'enregistrer sur notre répondeur. Et comme ça, en fait, les gens, ils ont juste à appeler et à entendre sur notre répondeur ce qui se passe. J'ai trouvé ça que c'était extraordinaire. Donc, je pense que là, avant de se poser la question, après on se la posera, mais la toute première question, elle est là, quoi. Elle est de connaître les usages et de savoir si vraiment le support qu'on a imaginé, que ça peut être imprimé, un site internet, n'importe quel support qu'on imagine, il correspond vraiment à l'usage des gens qu'on cible. Il ne faut pas penser solution, médias, technique, un peu, je ne sais pas, traducteur. Ça me fait partie des choses. Il faut se mettre à la place des gens, mais les gens, on a vu sur le Falc, ils sont aussi impliqués dans je ne sais pas comment dire, la validation ou la conception. Dès la conception, ils sont impliqués. Il n'y a pas de souci. Oui, dès la conception, c'est un des critères, même, c'est le critère même de la mise en place de ce document-là. Après, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, c'est les questions qu'on se pose à chaque fois dans tous les enjeux que la communication traverse. En fait, c'est quels sont mes objectifs, quels sont mes axes. Enfin, vraiment, c'est avoir une pensée stratégique et du coup, ça s'inscrit totalement dans cette dynamique-là. Après, du coup. C'est vrai que nous, on a du coup toujours, on multiplie encore les documents pour communiquer autour du festival. Et en fait, je la recoupe avec mon expérience passée où j'ai pu être chargée de communication dans un théâtre et où on avait du coup les feuilles de salle, qui est un document lambda, vraiment l'incontournable. Et pour certaines représentations, on avait du coup ces feuilles de salle, en falque, c'est le lapsus. Et comme on était dans un théâtre jeunesse, on s'est rendu compte que c'était un outil qui n'était pas juste à destination des personnes qui pouvaient être en situation de handicap, mais en fait les enfants s'en servaient aussi énormément. Parce que c'était l'histoire simplement, c'était vraiment de façon chronologique, on avance dans l'histoire et on raconte un peu ce qui va se passer. Et c'est vrai que c'est des outils qui permettent un peu de déplacer nos biais de communicants, où on va chercher la bonne formulation, le petit jeu de mots, des choses comme ça, alors que des fois, en fait, non, on a besoin d'être dans des formulations qui sont hyper... de dire tout simplement qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve que l'exemple que tu disais tout à l'heure d'avoir en vis-à-vis les deux présentations, en fait, on ne fait pas du tout doublon. Au contraire, on va être sur deux approches complètement différentes, à la fois quelque chose d'assez assez direct, de dire simplement qu'est-ce qui va se passer, et dans un autre contexte, d'être un petit peu plus dans un autre degré de lecture. Donc, Merci. Et donc, il y a un autre... il y a des choses à se déformater, je crois que c'était ça le terme que tu avais utilisé. Il faut se déformater sur cette idée ça va être un projet comme... Mais en plus, un document de certains publics, c'est bon. Et il y a une autre idée aussi, je pense, alors je vais la prendre pour moi, c'est plus simple, hein, je suis là je vais être le bouc émissaire, qui serait qu'il faudrait faire des choses plus simples, un peu basiques, hein, comme dit le chanteur. Et je crois, je ne sais plus si c'était Sabrina ou Aurélie qui m'a raconté cette histoire, qui disait que dans cette phase quelque part où on va soumettre, on va impliquer ce groupe de personnes, de public cible, il y a un document qu'ils n'ont pas voulu lire en fait. Ils ont dit en fait non, ça c'est ennuyeux, on n'a pas envie de lire ça, qu'on n'a même pas envie de le tester. Et ça, moi ça m'a frappé parce que je me suis dit mais évidemment je suis stupide. Il faut aussi que ces documents-là, il y ait de la création, et aussi qu'il y ait de l'attractivité. Tous ces mots-là, ils ne sont pas réservés aux valides en fait. Alors,
après, mais sur le moment, moi, j'avoue que je me suis dit, mais voilà, je me suis fait prendre au piège. Oui, alors en effet, c'était... déjà, je voudrais juste dire que Falk, c'est une chose, hein, ça ne résume pas toute l'accessibilité et ça ne correspond pas à tous les publics. Et concernant en fait cette histoire, on pourrait en parler longuement, puis j'aurais 1000 exemples. Mais en effet, c'était voilà, parce que du coup, nous, on travaille avec un groupe qui peut valider, qui peut apposer le label Falk. Et parfois, il y a d'autres partenaires, notamment des formatrices Falk, qui me demandent des productions de leurs stagiaires. Elles me les envoient et je les soumets à notre groupe Falk pour qu'ils leur valident. Voilà, il y a un petit système comme ça. Et du coup, ils avaient travaillé un document avec vraiment, le Falk pur, on va dire. Je l'ai soumis au groupe et le groupe m'a dit, donc je les rappelle, j'avais pas de nouvelles, je trouvais ça bizarre, je les rappelle et il me dit, ah non, franchement, on n'a pas eu envie là. Oh là là, c'était vraiment ennuyeux, puis c'est pas beau quoi. Et moi j'ai trouvé ça génial et je n'ai absolument pas dit mais si, allez, il faut quand même le lire, ce qu'ils attendent, le label. Ben non, en fait, j'avais envie de dire à ces gens, voilà, c'est juste que c'est pas beau, donc je vois pas pourquoi ça serait plus accessible. Je vous donne un autre exemple qui est pour une nouvelle exposition actuelle avec Exporama. Je trouve que c'est juste génial. C'est que les différents sites, le FRAC, la Criée, le musée, font des falques. Donc ça, c'est super. Et font des falques en interne. Et donc, donc moi, je travaille sur un des falques. Et dans la sélection des œuvres, donc la personne, mon interlocutrice, me dit bon bah là par contre il y a des œuvres, c'est un peu trash quoi, donc c'est un peu érotique, d'accord. Donc je lui dis bah du coup vous allez enlever les œuvres de l'exposition. Elle me dit bah non. Ah d'accord. Donc en fait les gens ils vont venir et vous allez faire quoi en fait, vous allez leur cacher les yeux, comment ça marche? Et en fait c'était marrant cette discussion parce que elle s'était pas en fait, on met souvent les gens qu'on cible dans le Falk dans une case de gens différents. Mais ce n'est pas des gens différents, en fait. Il y a plein de gens qui seraient sensibles à la notion qui seraient sensibles à l'écriture Falk. C'est des gens qui sont dans le monde, quoi. Enfin, et qu'on ne s'autorise pas à. On imagine quelque chose, en fait, sur ce public-là. Moi, dans les ateliers, j'ai des gens qui viennent dans les ateliers parce que c'est le seul endroit où on leur permet de lire et on leur raconte autre chose et on les prend pour autre chose que des enfants, quoi. Donc je pense qu'il faut y aller, en fait. Faut déconstruire l'image de ce qu'on a du Falk, quoi. Et alors, merci. Il et donc Aurélie, moi j'aimerais bien t'entendre en fait. Une remarque aussi, il faut arrêter de couper mon micro, je ne sais pas qui le coupe, c'est pas drôle en fait. Je vais y arriver quand même. Tu racontais comment tu faisais les supports toi-même pardon, mais c'était tes mots. Hein, donc tu disais, il faudrait aussi que, ce serait bien aussi s'il y avait des valides qui s'en occupaient. C'est-à-dire, tu étais aussi dans cette idée qu'il y a, c'est pas l'inclusivité des fois elle est un peu trop forte, quoi. C'est-à-dire, ça serait bien aussi qu'il y ait des gens qui soient professionnels, qui soient pas forcément, qu'il n'y ait pas un parcours spécifique. Un moment un peu eureka ou une révélation comme tu as eu toi Sabrina qui s'en occupe. Donc déjà est-ce que tu peux un peu expliciter ça et puis surtout les solutions aussi, c'est comment faire pour que les professionnels en fait soient sensibilisés, soient éduqués, formés et aient envie de s'impliquer aussi sur ces sujets-là, quoi. Ouais. Donc effectivement, que ce soit donc dans mon travail où je suis aussi formatrice en communication adaptée et en facile à lire et à comprendre. Et je m'aperçois à chaque fois dans les formations que c'est toujours soit des gens qui ont un handicap, soit des gens qui ont dans leur famille vraiment très proche quelqu'un d'handicapé. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a jamais quelqu'un qui me dit qu'il n'y a rien eu à voir avec ça et que d'un coup il a été intéressé par le sujet. Donc, et c'est peut-être pour ça au final qu'on est peu aussi à travailler sur le sujet et dans les études telles justement de graphisme, de s'être jamais posé la question de tous les visuels que je suis en train de créer, est-ce que les personnes en situation de handicap vont s'en emparer? Je suppose que si quelqu'un, par contre, a son frère ou sa sœur qui est malvoyant, eux vont se poser la question.
Donc ça, la solution, ce serait peut-être qu'il y ait plus de sensibilisation à ça dans les formations, que ce soit en graphisme, mais en communication aussi, et dans sûrement d'autres domaines. Donc comme rien ne nous arrête, on a vraiment l'ambition de faire une conversation avec vous. Et donc moi, ça m'intéresse, je pense que c'est le cas aussi, de comprendre peut-être vous, qu'est-ce qui vous bloque, hein, ou au contraire, qu'est-ce qui vous a débloqué. Je dis ça parce que j'ai l'impression que vous êtes tous valides, mais j'ai compris aussi qu'il fallait faire attention à ce qu'on voyait. La parole va bientôt vous être donnée aussi. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre pourquoi vous êtes là et comment vous réagissez par rapport à cet état de fait, qu'il y a finalement très peu de professionnels qui s'occupent de ces sujets-là, et que parmi ces professionnels, il y a une énorme proportion de gens qui sont directement concernés, presque intimement, ou parce que eux-mêmes en situation de handicap, ils ont un proche en situation de handicap. Voilà, donc j'ai encore quelques questions. Sur les questions de l'amélioration, là, plus généralement, en fait, au-delà du constat, pour vous, c'est un problème de quoi? On a parlé de moyens tout au début. On disait, si on a du budget, est-ce que c'est des problèmes de budget? Est-ce que c'est des problèmes de technique, de temps, alors de budget temps, oui, de connaissances tout simplement, donc, qui pourraient être résolues par la formation? Est-ce qu'il manque des normes? Est-ce qu'il manque des règles? En France, on aime bien les règles. Ou est-ce que c'est pas un problème culturel? Rayer la mention inutile. Je pense qu'il y a aussi un problème de budget et de temps, effectivement. Quand on parle d'événements, souvent, donc je vais parler vraiment de moi, comment je travaille, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a des fois où on me demande vraiment, le festival, il est dans 3 semaines, et on me dit, tiens, la programmation, on peut s'appeler aujourd'hui, je te présente la programmation, et dans 3 semaines, il y a le festival. Et non, normalement, 3 semaines avant, le programme, il devrait déjà être sorti. Si le programme classique, en plus, est sorti, pourquoi le facile à lire et à comprendre, il arriverait vraiment avant? Donc il y a toujours cette histoire de temps où, effectivement, mais ça, je crois que c'est le problème de toute une vie, hein, qu'on n'a jamais le temps. Mais... Qui dit priorité, j'imagine, c'est peut-être que ce n'était pas la priorité. Et dans cette idée de priorité, quand on parle de projet créatif, qu'est-ce que ça signifie de prendre le problème trop tard, trop en aval, en fait, en termes, ça veut dire que ça va limiter les options? Ça veut dire qu'on va être dans de l'adaptation et on ne sera jamais dans de la conception, en fait, c'est tout. Et c'est ça, en fait, qui est hyper intéressant, c'est que du coup, dans la question de l'accessibilité, ce qui est important, c'est que les graphistes et que les gens de la com, ils soient dès le départ. Parce que c'est nos esprits de concepteurs qui vont aider en fait à rendre une communication accessible. Et que de l'adaptation, ça perd du temps, ça double tout, c'est coûteux, enfin, ça sert à rien, quoi. Je vous rejoins effectivement sur ce nerf de la guerre où, en fait, du coup, nous, au sein du festival, donc on va passer par une association qui réalise cette prestation-là pour nous, donc l'association Lille à Vie, qui est basée en Mayenne, et qui, du coup, se charge de la rédaction du FALC et qui n'a pas, du coup, vraiment de compétences graphiques, enfin voilà, qui n'est pas du tout un studio ou un atelier graphique. Et si moi je devais à côté inclure du coup mes graphistes, ça me rajouterait évidemment un nouvel interlocuteur, une nouvelle boucle. Enfin bref, ça multiplie par 2 cette conception-là. Et je voulais ajouter aussi, donc ça toujours par rapport à mon expérience passée en structure, j'ai pu faire ce constat avec d'autres professionnels que effectivement ça vient généralement en fait d'impulsions qui sont individuelles, donc des personnes soit en communication soit en relation avec les publics qui vont lancer, mettre en place des dispositifs particuliers, donc en l'occurrence pour nous c'était les représentations, et que forcément il y a des fois des turnovers dans les équipes, et une fois que ces personnes partent, le travail qu'elles ont mis en place disparaît. Et la connaissance. Exactement, oui. Et le lien aussi, en fait, avec du coup les interlocuteurs, que ce soit les associations, que ce soit du coup les JME, tout ça. Enfin, c'est IME. Institut médico-légal, pardon. Éducatif, pardon. Et c'est après médico-légal. Et du coup, voilà, enfin c'est où pour le coup, nous aussi, on travaillait beaucoup avec des professeurs. Donc, je ne vais pas savoir dire c'est les Ulysses. Ouais.
On rentre dans le monde des acronymes. Pardon. Merveilleux. Bref, Ils mais sont du pas coup- faciles à comprendre. Mais voilà, où en fait on est vraiment sur du relationnel et ça c'est hyper précieux et du coup on va sur du travail vraiment de précision. Et une fois que voilà, ces personnes partent, le contact part et c'est une grosse charge de travail voilà, qui est à refaire. Donc, la question la plus simple et pour la fin, c'est quoi le projet idéal en fait pour vous? C'est-à-dire peut-être que vous avez vécu ou que vous auriez vivre. Là, on est vraiment en termes de relations, on va dire maître d'ouvrage, maître d'œuvre, commande, chargé de communication vers graphiste, et donc les autres acteurs à impliquer dedans. C'est quoi le bon cheminement en fait, le bon ordre? Alors, il faut du temps, du budget, ok. Mais une fois qu'on a du temps, du budget, comment est-ce qu'on l'utilise? Je pense qu'effectivement, il faut faire un cahier des charges dès le début. Enfin, je le vois là. Donc, moi, je n'ai pas décidé de l'identité graphique de cette année, mais du coup, ça s'est fait en amont de la communication après accessible qu'on a pu mettre en place. Et en fait, inverser ce processus et en fait se poser dès le début les questions de qu'est-ce qu'on veut mettre en place, dans quelle temporalité moi, si c'est le mot de conclusion, pas encore. Il y aura les questions. Je pense, Oui, il va à y avoir les conclusion. questions, mais on voilà. va pas s'en sortir comme ça. Mais en tout cas, dans un monde, dans ce monde idéal et rêvé, ne pas se subir le poids de la culpabilité, parce que c'est vraiment le truc qui va nous empêcher. Et effectivement, en fait, c'est des questions qui sont en train d'exploser et qui, voilà, tout le monde se transmet le mot et de se nourrir de ça. Pour justement, je trouve que voilà, les intelligences collectives. Culpabilité pour. Moi, je trouve, par exemple, là, je suis à peine en train de finaliser le FALC. J'ai envie de, voilà, bref. Mais ça donne envie de reprendre le projet, c'est ça? Oui, je pense que de toute façon, dans une prise de poste, c'est tout l'enjeu de remettre en place des méthodes de travail qui nous conviennent mieux et de ne pas se reposer justement sur ce qui a pu être mis en place, parce qu'en fait, ça va très vite aussi au niveau des dispositifs qui ont pu être mis en place, qui étaient valables il y a quelques années, mais qui là, en fait, avec l'évolution de tout, deviennent obsolètes très rapidement. Donc, voilà. Merci. Je viens de repenser à quelque chose. Je voulais absolument vous en parler. C'est pas grave, c'est un peu le bordel. Vous avez évoqué aussi, quand on a préparé, le fait que comme ce ne sont pas forcément des publics qui sont habitués à être bien accueillis, à avoir des ressources accessibles, bien, ils ne vont pas venir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire les choses bien, il faut que ça se sache, et il faut qu'ils le sachent. Et ça m'a semblé vraiment important parce qu'on reste dans toujours cette logique du design et de la médiation, quoi. Le design, c'est pas quelque chose qui reste, qu'on doit aller chercher en levant. C'est l'ensemble du parcours finalement. C'est l'ensemble du lien entre la création, enfin le sujet et le sujet. C'est-à-dire le sujet qu'on traite et le sujet qui est la personne pour qui on le traite. Donc, à quoi il faut penser aussi ça dans le projet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut garantir que ce qu'on va faire ne va pas être, donc va être bien fait dans les temps, mais aussi va toucher les bonnes personnes et qui vont se sentir suffisamment, je ne sais pas ce qu'il faut faire en fait pour qu'ils se sentent suffisamment en confiance pour se dire je peux venir et je ne vais pas me retrouver stigmatisé ou simplement passer une très mauvaise soirée, une mauvaise expérience, quoi. Ouais, donc il y a la question, il faut qu'ils se disent est-ce qu'ils peuvent venir ou non, mais surtout c'est que l'information arrive jusqu'à elles. J'en parlais déjà tout à l'heure, le problème de diffusion. Moi, tous les jours, on me dit, les personnes dans la culture vont me dire, là, par exemple, on avait mis des gilets vibrants sur ce concert-là, mais il n'y a eu aucune personne sourde qui est venue chercher les gilets vibrants. Et à l'inverse, il y a des personnes ou des associations de personnes handicapées qui vont me dire, nous, on aimerait bien organiser des sorties culturelles, ou même des personnes en individuel qui me le disent, mais on n'est jamais au courant de ce qui est mis en place. Donc il y a quand même, puis moi je suis entre les deux à chaque fois, Ouais. donc il y a quand même un gros problème de diffusion. Donc c'est là encore que tous les moyens ils doivent être mis en amont et tout ce qui est médiation justement, aller présenter le programme par exemple. Et un autre exemple aussi, un festival où on avait fait un facile à lire et à comprendre, qu'il l'avait juste mis sur le site internet, dans un petit onglet, après 4-5 clics, on pouvait trouver le facile à lire et à comprendre. Et donc après, avec les statistiques à la fin du festival, il m'avait dit il n'y a que 5 personnes qui sont allées le voir, le facile à lire et à comprendre. Et c'est normal parce que personne en fait était au courant qu'il existait. Et donc là, je rebondis sur la question du papier.
aussi, qu'il y a quand même une grande partie de ce public-là aussi qui aime bien le papier. Moi, je vois bien pendant mes validations, si je leur fais valider avec mon ordinateur qui est projeté, je perds beaucoup plus l'attention que quand ils ont le papier vraiment eux, donc vraiment le format comme si imprimé, qui peuvent s'en emparer, vraiment regarder toutes les pages, retourner au sommaire tout seul. Donc il y a vraiment le papier pour moi La qui reste important. manipulation, c'est ça, le toucher, Ouais. un sens de plus, quoi. Merci beaucoup. Sabrina. Peut-être je peux juste ajouter que c'est aussi une question collective. En fait, c'est pas de la responsabilité du graphiste, c'est pas de la responsabilité d'une personne, l'accessibilité. Si le théâtre met tout en œuvre, donc nous par exemple, on a du côté de Lannion, on a l'exemple du théâtre du Carré Magique, qui est beaucoup impliqué dans la déficience visuelle. Ils font des trucs super, ils font de l'audiodescription, des ateliers tactiles. C'est vraiment chouette. Sauf que les bus, ça s'arrête à 18h. Voilà. Donc ceux qui veulent venir voir un spectacle, qui prennent le bus, ils ne peuvent pas en fait. Donc la question de l'accessibilité, c'est vraiment une question collective. Et c'est hyper important quand j'entends, et ça c'est vraiment récurrent, qu'une personne est impliquée, est moteur dans une structure. C'est pour ça que c'est hyper important en fait dans les formations ou dans tout ce que vous pouvez faire, d'impliquer en fait tout le monde, c'est-à-dire vos collègues, la personne à l'accueil, le directeur, la directrice. En fait, c'est vraiment, ça va fonctionner l'accessibilité et l'implication des gens, et les gens vont se sentir impliqués si vraiment on forme une chaîne de l'accessibilité en fait, et que la personne et que vous pouvez faire des super documents, mais si la personne à l'accueil, elle ne sait pas soit les utiliser, soit elle n'en a pas connaissance, soit elle n'a aucune information pour bien accueillir une personne qui ne parle pas la langue, une personne qui est aveugle ou autre, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une question collective, quoi. Et que ce n'est pas de la responsabilité du graphiste, j'aimerais le dire quand même. C'est pas de sa faute. Alors je dis que j'étais le candidat, donc, et en plus je suis sans doute le plus vieux de la salle, mais tout ce que tu décris là, moi je l'ai connu pour le web. Je l'ai connu pour le web, c'est-à-dire, on a fait un site internet et personne ne va dessus. Et puis, je suis allé dans le magasin et il y a un client qui a dit qu'il avait trouvé un truc sur le web et le vendeur, il n'était pas au courant et il ne savait même pas comment on allait sur le site web. Donc ça a existé et ça a existé, c'est pas nouveau. J'avais une autre idée, en fait, une autre analogie, alors vraiment de valide, je ne sais pas comment on dit, pour les gens qui sont cyclistes. On a connu ce moment-là où on demandait des pistes cyclables, on nous mettait une piste cyclable et on disait il n'y a personne dans cette piste cyclable. Alors elle faisait 3 mètres, il y avait 2 chicanes. On l'a connu ça, et il faut se battre pour ça. C'est-à-dire c'est le coup du changement. Et là on voit bien, on part de super loin. On part de super loin, alors que moi tout ce que j'ai entendu, encore une fois je suis le non-graphiste, c'est du design. Le fait d'impliquer les gens, le fait de jouer collectif, le fait de penser l'expérience, le fait d'avoir un micro qui marche. Et tout ça, c'est du design. Ça n'est pas du design accessible. C'est pas du design graphique, c'est du design global. Donc je pense qu'il faut, il faut garder la foi. C'est pas le mot de la fin, mais en tout cas, je pense que il va falloir gérer cette transition. Va y avoir ce moment-là où effectivement vous allez faire des choses, et il y a des gens qui font des choses. Et manque de bol, ce soir-là, ils avaient peut-être envie de faire autre chose que de venir. Mais c'est pas pour ça que ces équipements. Moi, j'ai découvert plein de choses sur tous ces médias en fait. Ne sont pas utiles à d'autres gens, c'est pas pour ça qu'ils vont pas être hackés par d'autres gens, c'est-à-dire qu'ils vont être utilisés de manière différente, un peu comme vous racontiez pour les enfants, c'est-à-dire on fait des choses et on n'a pas toujours une solution pour un problème, on va avoir des nouvelles manières d'utiliser. Regardez comment, je vais reparler d'Internet et du téléphone, mais comment les enfants utilisent le téléphone, ils ne l'utilisent pas forcément comme nous. Il y a plein de publics, il y a plein de nouveaux usages, donc peut-être que vous êtes en train d'inventer des nouveaux usages pour tout le monde, et pas une version plus simple, plus facile. J'aime pas trop ce mot facile, moi, en fait. Plus facile pour destiner à certains publics. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'on peut vraiment les remercier parce qu'il y a eu vachement de travail qui a été fait là-dessus. Et donc, je les ai prévenus qu'il y allait y avoir plein de questions, donc j'espère qu'il y a plein de questions, parce qu'on a encore un petit peu de temps. On a bien tenu le temps, c'est pour moi. Et donc n'hésitez pas vraiment, dites-nous ce que vous pensez de ces sujets-là, peut-être pourquoi vous êtes venus aussi, et pas qui vous êtes, mais en tout cas pourquoi vous êtes venus, et puis qu'est-ce que vous avez envie de demander pour continuer cette conversation. Alors je prends le micro pour poser les questions. Oh là là, il y en a plein.
Ouais, ce qui serait sympa, c'est qu'à chaque fois, vous vous présentiez juste en 3 mots avant de poser la question. Bonjour, je suis Sophie Sorel-Gifo, facilitatrice graphique. Donc moi, je fais des synthèses dessinées en grand format pour aider les gens à réfléchir dans des conférences. Et du coup, je me suis amenée ça m'a amenée à me poser cette question justement, parce qu'on dit que ce que je fais, c'est simplifier, donner à voir, et je me suis demandé si c'était vraiment accessible. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Moi, ce que je me suis demandé en vous écoutant, c'est que est-ce que finalement on peut trouver des systèmes, des graphismes qui soient accessibles à tout le monde, parce que qu'est-ce qui bloque pour mettre les choses en place? C'est ok, je veux bien, mais est-ce que je vais réussir à faire un visuel qui va être accessible en falc, pour les dyslexiques, pour plein de handicaps différents en même temps, ou est-ce que c'est pas possible? Et du coup, si je me dis je veux quand même faire un pas, est-ce que j'en tire un au sort cette fois et la prochaine ce sera un autre? Voilà, comment on fait? Je sais pas s'il y a une réponse, mais ça m'intéresse. Merci. Ouais, merci pour cette question, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on évoquait au départ, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas en train de se dire je vais déshabiller Pierre pour habiller Paul, enfin toutes ces métaphores très claires. Voilà, comment est-ce qu'on résout ça? Est-ce qu'il faut faire une moyenne? Comment on résout ce problème-là spécifique comme vous, en fait, votre métier, donc c'est, par exemple, de retranscrire sur un grand panneau la réunion de ce soir, c'est ça, par exemple? Je pense que c'est un peu... On a essayé de répondre à cette question, notamment dans le kit accès graphique, en se disant il faut que vous partiez de là où vous êtes, en fait. Si vous visez en permanence de répondre à tout le monde, vous n'y arriverez pas, parce que vous allez être face à des compromis en permanence. Et du coup, le compromis va vous scléroser. Du coup, ça sera nul. Donc, l'important, c'est de vous poser la question de là où vous êtes, avec vos supports, donc la facilitation graphique, vos contraintes, votre contexte et ce que vous cherchez à faire. Donc, faire comprendre le message ou faire comprendre le cheminement de pensée qu'il y a eu pendant cette réunion. Et donc, dans le kit, si vous le téléchargez, c'est ça, en fait, on se pose vraiment la question de, OK, quand on diffuse l'affiche, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe pour que la personne, qu'est-ce que j'attends de la personne? J'attends de la personne qu'elle vienne au festival. OK, du coup, quelles vont être les étapes? Les étapes, c'est qu'elle va devoir lire, trouver l'affiche, y être intéressée, trouver l'information dans l'affiche, lire l'information, retenir l'information, en faire quelque chose, appeler, aller sur le site Internet, prendre le bus, nanana. OK. Du coup, quels sont tous les obstacles qu'on peut imaginer? Quelles sont les solutions que je peux faire, que je ne peux pas faire, qui me manquent de compétences? Mais du coup, ce qui est hyper important, c'est plutôt de se faire ce cheminement-là. Et du coup, là, vous pourrez être acteur. Parce que sinon, si vous êtes en permanence en train de vous projeter, ah ouais, mais il faut que je réponde aux critères pour les personnes aveugles, pour les personnes ceci, en fait, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas. Et puis parfois, vous allez devoir répondre à des besoins qui sont plus spécifiques. Parce que la commande, elle va être... par exemple, quand je parle du carré magique à Lannion, eux, ils ont décidé d'avoir un axe plutôt de déficience visuelle, non-voyance, malvoyance. Du coup, on travaille dans cet axe-là. Voilà. Mais il faut faire des choix et il faut partir de là où on est. Quand les médiateurs du patrimoine ville d'art et d'histoire de Bayonne me disent nous c'est bien le falc et le braille, sauf qu'on a 5 langues déjà, comment on fait sur nos panneaux? Voilà, il faut partir de là en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Alors, il y avait d'autres questions. Je vais essayer d'oublier personne, je vous redemanderai de lever la main. Bonsoir. Moi, je suis étudiante ici en master de graphisme et je travaille notamment sur la question de la lisibilité de l'écriture inclusive pour les personnes 10. Et c'est plus une réflexion qu'une question. Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a un peu choquée, qui est que vous partez du principe que tout le monde est valide dans cette pièce. En fait, je pense que c'est la base du problème de pourquoi on n'avance pas. Enfin, je suis désolée, je suis vraiment très choquée d'avoir entendu ça parce que c'est c'est en partant du principe que tout le monde est valide qu'on ne va jamais se dire que tout le monde ne l'est pas et que donc il faut faire des changements pour inclure tout le monde. Et ensuite, vous posiez la question de comment les personnes peuvent se sentir en confiance dans les espaces, comment elles peuvent y venir. En fait, comment une personne peut, ici par exemple, qui n'est pas valide, peut se sentir en confiance en entendant de tels propos. Enfin voilà, c'est une réflexion
qui m'a vraiment marquée, parce que en fait, c'est sûr qu'on va pas avancer si on part du principe que tout le monde est valide. Et du coup, c'est déjà peut-être alors c'est un grand chantier, hein, mais un premier axe sur lequel réfléchir si on veut faire des choses qui sont accessibles, c'est de se dire que tout le monde ne voit pas, ne pense pas et n'entend pas comme nous. Donc voilà, c'était juste pour ouvrir un peu la réflexion à ce sujet. Merci. Ouais. Moi, je veux bien rebondir dessus. Effectivement, donc il y a 80 à 90% des handicaps qui sont invisibles. Donc moi, je mets toujours la question de se dire, par exemple, quand on est dans le bus, il y a plein de personnes handicapées, on ne sait pas. Je dis aussi dans mes formations, quand on est dans un festival, par exemple, et qu'à un moment, il faut faire la queue longtemps, et qu'il y a quelqu'un qui dit que la personne elle veut une chaise. On pense tout de suite, elle est feignante. Enfin, c'est vraiment, effectivement, tout un travail à faire, mais tous, dans la vie de tous les jours, pas forcément en graphisme, en communication. C'est des bases vraiment de citoyenneté, de se dire qu'effectivement, ça se trouve, la personne, elle a un problème. On ne peut pas savoir. J'ai aussi un chiffre. Donc, par exemple, moi, donc il y en avait au moins une dans la salle, c'est moi qui suis malvoyante. Et quand je demande à la gare de voir sur le panneau quelle voie mon train arrive, 2 personnes sur 3 à chaque fois me disent c'est écrit là. Donc effectivement, je suis totalement d'accord. Mais pour te défendre, on a dit que c'était le Candide qui faisait exprès justement de faire son ignorant toute la soirée. Absolument. J'ai vraiment pas fait exprès. Donc c'est encore plus grave. C'était juste un exemple quand même, parce que ça je suis capable, je pense. Il y a en Angleterre, donc on a pas mal parlé de l'Angleterre parce qu'ils sont beaucoup en avance, en tout cas temporellement, sur ces sujets-là. Moi je connais bien le domaine des transports. En Angleterre, vous pouvez demander à avoir un badge comme quoi vous n'êtes pas valide. Alors c'est pas le terme qui s'utilise, vous êtes disable, justement un handicap qui n'est pas visible. Par exemple, vous êtes enceinte de 3 mois. Et donc vous avez ce badge, et ce badge permet de ne pas avoir le type de discussion. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me laisser la place? Je suis fatigué, ce qui est, je pense, extrêmement pénible comme discussion. Et donc si vous avez ce badge bleu, je crois qu'il est bleu, les gens ne se posent pas de questions, ils ne regardent pas si vous êtes vraiment enceinte ou pas, ou ils ne regardent pas si vous avez un cancer. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, mais je n'ai pas creusé, on n'a pas pu faire ce badge en France. Et on n'a pas pu le faire, pas parce qu'on n'était pas capable de produire des badges bleus, mais parce que les tests qui ont été faits par les compagnies de transport montraient qu'en gros, ça n'était pas accepté. C'est-à-dire que, que le simple fait d'avoir un badge qui disait qu'il y aurait des fraudes, que ce ne serait pas compris. Donc je ne renvoie pas le sujet, mais je dis juste qu'effectivement, on a ce sujet-là de la visibilité, puis on a le sujet de l'acceptation du fait qu'un handicap, c'est pas forcément quelqu'un qui a une canne blanche avec des lunettes noires ou qui se balade en fauteuil, quoi. Donc, rapidement pour pas prendre trop de temps, mais c'est bien pour ça que c'est bien plus intéressant de travailler sur la question de quels sont les obstacles possibles. Comme l'a montré Laurent sur une des slides au tout départ, ça peut être tout à fait un handicap permanent, mais aussi temporaire. Ça peut être une difficulté. Je pense que ici vous avez sans doute déjà fini une journée complètement crevée avec une fatigue visuelle et que vous ne pouviez pas lire un document. Voilà. Donc ça peut être vraiment situationnel. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant, je trouve, de penser plutôt les obstacles possibles que par profil, en fait. Voilà. On va prendre d'autres questions parce qu'il y avait plein d'autres questions. Non, mais il y en a partout. Il y a vous deux. Ah oui, mais je suis désolée, il y a plein de questions. Bonjour, moi c'est Alice, je suis graphiste et je me pose la question parce qu'on a beaucoup parlé là de communication autour d'événements, de culture, de choses comme ça. Et je voulais savoir si vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec des entreprises privées sur de la com interne ou des choses comme ça par exemple, ou si c'est vraiment des questions qui pour l'instant ne se posent pas du tout et si l'accessibilité n'est pas vraiment un sujet dans le genre de communication pour l'instant. On avait vu le site web de L'Oréal tout à l'heure. Non, c'est pas L'Oréal, Accor Hotel, pardon, c'est Accor Hotel. Je ne sais pas pour prendre tout le temps la parole. Oui, du coup, nous, on travaille pour plein de sujets différents. Là, on a fait toute une frise sur la première année de naissance avec des orthophonistes. Là, on a travaillé sur des recettes avec la mutualité française. Enfin, en fait, le sujet est partout. Alors, c'est ça aussi où c'est intéressant, c'est que parfois, c'est une injonction. Du coup, il faut vraiment faire la différence entre moi, des fois, là, par exemple, j'ai refusé
un projet parce que la directrice d'une structure m'appelle et voulait faire un document accessible, mais pour demain. Sauf que je lui ai dit, bah non, en fait, si vous voulez juste cocher une case dans votre formulaire pour rendre accessible votre support, votre établissement, bah, ce ne sera pas avec moi. Et donc ça, c'est important de bien vérifier d'où vient l'envie. Mais sinon, le sujet, il est dans tous les domaines. Alors, il y avait une question là, et après une question là. Bonsoir. Moi, je suis graphiste et illustratrice à mon compte. Je m'appelle Clarisse de Rennes. Et j'avais une question pour toi, Laura, parce qu'à Foin de la Rue, je connais très très bien. Mes parents vivent juste à côté de Sainte-Gatine, donc j'étais bénévole au Foin, tout ça, et j'adore tout ce qui est au niveau de la DA, la charte graphique, qui est incroyable. Je ne sais pas si c'est le même illustrateur que l'année dernière, un certain Antoine, vous avez changé. Mais c'est un peu semblable, je trouve, mais cette année, c'est incroyable aussi. Et je me dis, est-ce que toi, vu que tu es arrivé au mois de mars, est-ce que tu sens quand même une frustration par rapport à une DA assez chargée pour pouvoir faire des prints, des flyers, même communication sur les réseaux sociaux, pour que ça soit assez visible pour les personnes qui ont des difficultés ou des handicaps? Si, j'ai quelques difficultés avec, mais après, on a des super retours, donc ça c'est le côté positif quand même. Mais c'est vrai que du coup, moi n'ayant pas de formation vraiment de graphiste et limitant mes déclinaisons qui ont été faites par eux, après je me retrouve un peu à même avoir des difficultés au quotidien en fait à générer mes visuels. Et c'est vrai que ne serait-ce que par exemple sur notre compte Instagram, on va avoir beaucoup le template qui revient, enfin le gabarit, avec des infos qui sont notées. Donc on va essayer d'avoir cette vigilance à vraiment expliciter à chaque fois dans nos descriptions. Mais même en fait dans nos façons dans notre ligne éditoriale, il y a un truc hyper marqué, hyper humoristique et tout, et où des fois en fait tu vas avoir du second degré, et ça aussi c'est des questions que je commence à me poser, de me dire dans quelle mesure en fait je maintiens cette ligne là qui crée différents niveaux de lecture et qui peut parfois du coup faire que des infos passent à la trappe, et du coup mais ces questions tu vois de très chargées, en fait c'est vraiment, même les bénévoles m'en ont fait part. Donc voilà, tu vois, c'est quelque chose après que je me rends compte après coup. Mais du coup, c'est super en fait aussi d'avoir cette première expérience là et de me dire ok, mes points de vigilance, voilà, je vais faire mon bilan à la fin du festival et je vais me noter ces points de vigilance là, et en fait à nouveau en fait on fait que progresser, et voilà. Alors, il y avait une question juste devant, je crois. Merci. D'abord, merci de faire venir les sujets d'accessibilité comme ça autour du design. Moi, je viens du web, du coup, j'ai l'aspect de l'interface auquel je suis très attaché, et l'aspect, du coup, comme c'est du web et c'est de l'interface, de la technique, puisque derrière, c'est comme ça que ça marche. Et donc, l'accessibilité sur le web. Merci d'avoir rappelé que l'accessibilité, c'est vraiment tout un ensemble de gens et c'est une chaîne, et tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'y arrivera pas. Juste pour un petit témoignage, quand j'étais à recherche d'un emploi, j'ai fait le tour des agences de Rennes, puisque voilà, je suis de Rennes, et les trois quarts n'avaient... j'ai dû, pendant les entretiens d'embauche pour trois quarts des agences, expliquer ce qu'était l'accessibilité, puisque c'était mon orientation première au niveau technique. Et puis, celle qui m'a embauché m'a dit que c'était cool et que pourquoi pas. Et en fait, quand on est tombé vraiment sur un client qui avait vraiment ce besoin-là, en fait, je pense que le décret d'application de la loi sur l'accessibilité des sites web a bien simplifié sa tâche en se disant que ça ne le concernait pas et que ce n'était pas très grave. Donc, en fait, ça ne viendra pas tant que ça... je pense qu'il y a vraiment une culture à développer en France, que cette culture, elle ne peut pas venir avec des badges de couleur. Et pourquoi pas mettre des badges de couleur sur les fronts de gens qui sont 100% valides à ce moment-là. C'est ce que, je comprends la provoque et tout depuis tout à l'heure, mais ça marche. Et du coup, j'avais juste une question sur le FALC, parce que vous avez tous bien précisé que c'était pas l'alpha et l'oméga de l'accessibilité.
Vous avez défini ce qu'était le falk, mais vous n'avez pas défini ce qui n'était pas le falk. Alors si l'inverse du falk, c'est du difficile à lire et à comprendre, pourquoi on en fait? Et si c'est pas du difficile à lire et à comprendre ce qui n'est pas du falk, est-ce qu'on ne peut pas renommer le falk vraiment par rapport à ce qu'il apporte? Est-ce que c'est facilitant? Est-ce que, enfin, voilà, juste une petite question comme ça. Ébauche, du coup, c'est aussi voir le. Donc, ça peut être effectivement un peu réducteur, mais c'est vrai qu'en fait, moi, ma perception que j'ai du falk, c'est aussi mettre en place des scénarios. Donc, par exemple, en fait, tout simplement donner énormément d'informations sur quant à l'arrivée. Donc, nous, par exemple, sur le festival, voilà, le temps d'attente, voilà, vraiment découper en fait chronologiquement les différentes étapes et ce qui nous attend finalement pour le festival. C'était la même chose pour du coup les feuilles de salle où on allait découper la narration. Et donc, c'est vrai que on parle du falk comme d'un type de langue et d'une mise en page et d'une utilisation typographique, mais il y a aussi du coup dans sa conception la mise en place d'un scénario. Donc ça, c'était une précision. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Je pense que le falk peut aussi servir à tout le monde dans certains cas. On est dans une société, on dit d'obèse information, on a de l'information tout le temps. Et donc soit le falk peut parfois être un résumé d'un gros document, ou justement, comme on disait aussi, d'autres informations complémentaires. Les personnes qui sont en situation de handicap, elles vont avoir plus besoin justement de savoir effectivement le temps d'attente, le temps exact de durée du spectacle, parce qu'après, il y a peut-être un véhicule adapté qui vient les chercher, ou gérer les soins, ou trouver quelqu'un pour l'accompagner. Donc il y a vraiment d'autres informations à mettre. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui, et aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je dis souvent pour ceux qui veulent commencer à faire du facile à lire et à comprendre, de dire il faut justement oublier tout ce qu'on a appris à l'école. J'ai fait des études littéraires avant la communication, et le but c'était quand même, alors plus on sortait de la classe, toi tu avais fait 4 copies doubles, toi que 2, bon, je pense que c'est les 4 copies doubles qui auront une meilleure note, avec les phrases qui font 5 lignes, les mots les plus compliqués possibles. Donc c'est vraiment, ça c'était du difficile à comprendre, avec les titres en rouge, les sous-titres en vert, enfin plein de couleurs partout et des soulignés. Ce que je disais tout à l'heure, donc les couleurs on les utilise pas forcément comme ça dans le falk. Le souligné, on ne le met pas non plus parce que ça complique la lecture. Et utiliser des mots simples, des phrases courtes. Donc tout ce qu'on a appris à l'école en rédaction, on l'oublie. Donc il y a peut-être quand même le côté difficile à comprendre et facile à comprendre. Et en fait, je trouve que ça vient questionner justement ce qu'on cherche à transmettre. Je vois par exemple pour le Musée des Beaux-Arts de Rennes, quand on travaille sur la question du falk, ça oblige vraiment à se dire, ok, quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de venir au musée, quelqu'un qui veut créer une rencontre avec l'œuvre, quelle information il va avoir besoin, comment on lui facilite cet accès-là. Du coup, ça oblige à questionner un peu et le fond du texte, et le fond du message, et la logique de comment on embarque la personne jusqu'à ce qu'elle devienne actrice, quoi. Voilà. Juste, alors c'est une erreur de légende, hein, c'est pas les Champs Libres, évidemment, c'est le Musée des Beaux-Arts, mais il y avait cet exemple-là qui était intéressant. Sabrina, si tu pouvais expliquer sur cet exemple-là, et après sur celui de la semaine du handicap, la manière dont vous avez travaillé. Oui, après, il y aura d'autres questions, désolée. C'est vraiment un petit détail, mais c'est que, voilà, du coup, là, c'est la nouvelle exposition. Donc, je vous disais tout à l'heure que la Criée, le FRAC et le Musée des Beaux-Arts font leur falk donc, en interne, et ils m'ont demandé donc, de faire les couvertures. Et donc, ils m'ont envoyé des éléments. Et moi, j'ai fait, vu qu'il y a 3... Donc, ça, c'est la fiche de générique, on va dire. À gauche. À gauche. Donc moi, j'ai fait une déclinaison. Et vu que j'avais différentes
photos, j'ai fait 3 couvertures déclinées pour leur Falk, quoi. Et ce qui était intéressant, c'est que mon interlocutrice me dit « Ah, mais du coup, on n'avait pas du tout imaginé... » Alors, déjà, au départ, en fait, on a eu la réflexion... Enfin, je leur ai dit « Mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi vous faites... » qu'elle me montre un document Falk vraiment pas joli, quoi. Et je lui dis « Mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi vous mettez autant d'énergie et d'argent et de temps dans la recherche graphique pour tous vos supports, et que, en fait, le Falk, on a le droit à des polycopiés qu'on donne à des étudiants, quoi. Je ne comprends pas ça, en fait. » Elle me dit, donc voilà, donc première prise de conscience. Donc elle me dit, ah ben oui, en effet, on pourrait faire une couverture un peu déclinée de l'affiche, super. Et du coup, moi, je leur fais 3 couvertures, puisqu'il y a 3 lieux, et j'ai 3 photos. Donc voilà, et donc excellent, elle me dit, ah mais on n'avait pas pensé en fait qu'on pouvait faire 3 couvertures différentes. Donc voilà, et du coup, c'était une super discussion avec cette jeune femme extraordinaire, et c'était intéressant de questionner l'endroit de s'autoriser à. Voilà. Mais le Falk, c'est pas une prison, quoi. Hein. C'est juste une méthodologie, et je vois pas pourquoi, en tant que créatif, on s'interdirait de faire les choses. Donc voilà, je crois que c'était pour ça qu'on... Oui. Je pense que ça reboucle sur votre remarque aussi, de dire c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire Falk, c'est obligatoire, parce que je me posais la question, je me disais, est-ce qu'il faudrait que ce soit obligatoire? Mais en fait, non. Enfin, ça serait presque dommage, parce qu'effectivement, il y aurait forcément des exceptions. Donc les exceptions qui peut-être les auraient fait par ailleurs à l'écoute, dans une démarche de design, en se disant je veux toucher tel public, ou même dans une intention, parce que je pense que dans le graphisme et dans le design, il y a aussi une intention. C'est quoi votre intention? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Qu'est-ce que vous avez envie de dire et à qui? Donc je pense que je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, maintenant, profitons de cette contrainte pour au contraire exploser les autres contraintes et se dire, mais pourquoi tu voulais rester sur une seule couverture? En fait, c'était pourquoi faire, quoi. Et donc on reste dans une démarche créative. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est aussi une démarche créative. Et juste par rapport à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le fait qu'ils n'osaient pas mettre des œuvres un peu plus trash. Et moi, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, mais profitez justement de la méthodologie Falk pour expliquer des œuvres qui pourraient être difficiles à comprendre de prime abord. Enfin, c'est loquace, quoi. Donc voilà, faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Moi, je suis graphiste depuis une trentaine d'années. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette démarche de faire des documents print accessibles au plus grand nombre. J'espère à tous, du coup. Du coup, je déconstruis tout ce que j'ai appris à l'école. Et je remercie Sabrina de m'avoir intéressée et commencé à me former sur cette notion-là, dans lequel je suis tombée complètement dedans. Et j'essaie de sensibiliser mes clients, du coup, à cette démarche. Alors, je m'aperçois que le secteur culturel, festival, musée est très sensible à cette notion-là d'accueil du public et de faire des documents qui vont avec tout ça. Et je m'aperçois qu'il y a cette notion dont on parle dans le web au niveau du secteur privé. Et j'essaie de faire prendre conscience à mes clients de cette notion-là aussi sur des documents print. Et je m'aperçois que c'est pas simple parce qu'effectivement, on manque de temps. Enfin, il nous faudrait plus de temps. Et donc, du coup, peut-être plus de... C'est la grosse question du budget. Et comment, justement, faire en sorte que les clients du secteur privé commencent à se... J'en parle autour de moi, mais voilà. J'avoue que parfois, je suis un peu désemparée. C'est pas vraiment une question, désolée. Un témoignage, non, mais c'est une réaction. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui, juste derrière vous. Merci. Merci. Je suis UX designer, donc plutôt dans le milieu du web, mais je trouve ça super intéressant justement pour voir
comment l'accessibilité est nécessaire dans l'ensemble du monde et avec toutes les questions et réflexions qu'on a eues. Je pense que justement pour sensibiliser plus les gens et mettre en tête aux gens que oui, il y a des personnes en situation de handicap sans qu'on le sache, c'est aussi une question de représentation. Effectivement, personne en situation de handicap, on pense fauteuil roulant, alors qu'il n'y a pas que ça. Donc la communication, c'est aussi représenter les personnes dans des situations normales et pas celles qu'on stéréotype. Et autre point sur lesquels aussi je voulais revenir, et que j'ai oublié, en fait. Ça va revenir, hein, sinon si quelqu'un veut enchaîner ou poser une autre question. Je crois que je sais pas combien de temps il nous reste. 45. Hein. Sachant que l'heure, c'est l'heure ici. Hein. Il ne faut pas qu'on parte à 20h02. Hein. Non, s'il est 19h45, on va approcher du mot de la fin, là. Parce que j'ai oublié de vous dire comment allait se passer la soirée en intro. Mais en gros, il faut qu'on parte à 19h45, donc, parce que les AB ferment. Donc, je vais faire juste un petit mot de conclusion, puis peut-être après, vous direz si vous avez un petit mot à dire. Il y a un exemple dont on a parlé, et Séverine Laurent, et je l'ai vue, elle est là, voilà. Ce soir, c'est le travail qui a été fait sur cette affiche pour la semaine locale du handicap, que j'ai trouvé super intéressant parce qu'il y a à la fois l'aspect graphique et à la fois l'aspect fonctionnel. Et ce que disait Sabrina à propos de ce travail, c'est qu'en fait, il avait été décidé finalement d'utiliser des couleurs, vous le voyez en haut à droite avec le jaune, qui ne sont pas forcément très lisibles de loin. Et du coup, c'est intéressant parce que le mot handicap devient un univers visuel. Il n'a pas forcément besoin d'être lu parce qu'on a toutes les informations sur la semaine locale du handicap qui, elles, sont parfaitement visibles et parfaitement contrastées. Donc ça devient un élément visuel et ça met le lecteur, même le lecteur qui n'a pas de problème de vision, en situation de handicap, parce que là, il va avoir du mal à lire. Et du coup, il va se retrouver comme une personne qui a des troubles de la vision. Donc je trouvais que cette affiche, elle était super intéressante sur le plan graphique et sur le fond, parce qu'elle met le regardeur en situation de handicap, en fait. Et elle montre que c'est possible d'avoir à la fois un support de bonne qualité graphique et qui marche sur le fond, quoi. Sabrina, tu veux peut-être dire quelque chose rapidement sur cette affiche ? Ou Séverine ? Ouais. Alors juste dire que moi je n'y suis pour rien pour cette affiche. C'est ma fille de graphique, mais c'est les beaux diables qui ont fait ça. Ça ne doit pas marcher, je pense. Voilà. Mais Séverine, peut-être tu veux dire un mot ? Ou pas. Oui, la question c'était d'évoquer le handicap et je trouve que c'était un des sujets les plus difficiles que j'ai eu à travailler parce que retranscrire le handicap sur une affiche sans mettre de fauteuil roulant ou de symboles qui réduisent en fait le propos, c'était compliqué. Donc je trouvais que le biais de la typographie était une façon de faire un petit... d'aborder toute cette question à travers une typographie qui manque quelques éléments. Voilà. Mais tu l'as très bien dit, donc je vais pouvoir faire une redite. Le mot de la fin. Oui, donc je ne ferai pas le mot de la fin, pardon, mais je vous remercie vraiment d'être venu et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et il faut remercier donc, Laura, Aurélie et Sabrina, je vais y arriver, qui se sont déplacés et qui nous ont fait passer. Enfin, moi, j'ai appris énormément de choses, j'espère que vous aussi. Et maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. On continue la soirée, c'est ça ? Ouais, ceux qui ont envie, on va aller boire un pot, on va aller boire l'apéro, il fait beau, il y a des terrasses, on va aller boire l'apéro. Donc ceux qui ont envie de se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Et le prochain mardi graphique, ce sera sur l'intelligence artificielle, ce sera sans doute en quelque part entre octobre et novembre, selon qu'on est à la bourre ou pas trop à la bourre. Voilà. Merci.